Nous allons reprendre les travaux de la mission parlementaire sur l'évaluation de la loi Claes-Leonetti avec une audition importante, celle du Comité consultatif national d'éthique. Je veux tout d'abord présenter les excuses du co-rapporteur Didier Martin qui nous rejoindra en cours d'audition mais qui est bloqué dans son train. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette audition. Je veux saluer évidemment je veux souhaiter la bienvenue à Alain Claes, Régis Aubry et Annabelle Desgrès du Loup. Merci d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Bon, formellement, je vais vous présenter Alain Claes, mais est-ce nécessaire dans cette maison tout particulièrement? Vous êtes connu et reconnu pour la qualité de l'expertise et des travaux que vous avez menés pendant 20 ans en tant que député de la Vienne, que ce soit sur l'enseignement supérieur, sur la santé et bien évidemment sur les questions de bioéthique et de fin de vie. Vous avez été aussi maire de Poitiers, président de l'agglomération du Grand Poitiers et vous avez été nommé donc en 2021 au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de santé, puisque c'est la terminologie exacte de cet bel organisme. Et vous êtes bien évidemment le co-auteur et le co-rapporteur de la loi dite Claes-Leonetti que nous avons pour mission ici d'évaluer. Ce qui fait de votre audition évidemment un moment attendu, un moment important et sans nul doute éclairant pour notre travail. J'accueille aussi avec plaisir Régis Aubry. Vous êtes évidemment bien connu de tous ceux qui s'intéressent aux questions de la fin de vie. Vous êtes un spécialiste des soins palliatifs. Vous êtes chef du pôle autonomie handicap qui regroupe les services de neurologie, de gériatrie, de douleurs et soins palliatifs au CHRU de Besançon. Vous êtes chercheur associé à l'Institut national des études démographiques et professeur associé des universités. Vous avez été coordinateur du programme national de développement des soins palliatifs entre 2008 et 2012 et président de l'Observatoire national de la fin de vie. Et évidemment membre du CCNE. Et j'accueille aussi Madame Annabelle Desgrès du Loup. Vous êtes Madame démographe, directrice de recherche pour le développement, l'IRD, et vos recherches ont porté sur les enjeux populationnels et sociaux des maladies, particulièrement les maladies infectieuses en Afrique et chez les immigrés en France. Et vous êtes donc également membre du CCNE. Alors, nous souhaitons évidemment vous interroger, tout particulièrement suite à l'avis du CCNE, l'avis 139, intitulé Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie, autonomie et solidarité. Un avis qui a été voté en comité plénier du 30 juin 2022. Alors certains membres du CCNE ont souhaité apporter une contribution de type réserve qui a été finalisée le 8 septembre 2022. Nous y reviendrons. Et cet avis a été rendu public le 13 septembre 2022. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole aux deux co-rapporteurs, Alain Claes et Régis Aubry, puisque vous avez porté l'avis voté en juin 2022, pour que vous puissiez nous présenter cet avis, les différents éléments que vous avez souhaité porter à la connaissance des citoyens. Et puis, dans un deuxième temps, nous reviendrons sur un certain nombre de questions, sur les réserves qui ont été émises et sur l'application concrète de la loi dont vous êtes le co-auteur, Monsieur Claes. Donc, je vous donne la parole. Monsieur Claes. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de me retrouver ici dans une situation différente. Mais je crois que 6 ans après, il est nécessaire d'évaluer la loi que le Parlement avait votée en 2016 et auquel Jean Leonetti et moi-même y avons contribué. C'est une des raisons qui ont fait que le CCNE s'est autosaisi, j'insiste, s'est autosaisi, suite à une lettre de mission de Jean-François Delfraissy,
les deux rapporteurs, trois rapporteurs initialement, avaient été désignés, mais une des rapporteurs a vu son mandat terminé en cours d'élaboration de cet avis, ce qui fait qu'aujourd'hui, deux rapporteurs, Régis et moi-même, rendent compte de cet avis. On va se répartir la tâche avec Régis. Peut-être un mot sur la loi de 2016. Je pourrais vous dire qu'elle est parfaite, il n'y a rien à voir. Je crois que cette loi de 2016, vous la connaissez par cœur. Je ferai trois remarques. La première remarque, c'est que la loi 2016 reposait avant tout et en toile de fond sur le développement des soins palliatifs. 6 ans après, et Régis y reviendra, il y a encore sur ce sujet un énorme travail à faire. Ce n'est pas uniquement un problème financier, c'est que ces soins palliatifs, que j'appelle soins de la personne ou médecine de la personne, ne sont pas suffisamment pris en compte dans la formation initiale, dans la formation continue. Peu de laboratoires de recherche sont inscrits à l'INSERM. Et si on regarde les programmes de recherche sur l'ANR, pas de programme, pas d'appel à projet sur ce sujet. Pratiquement pas de PUPH. Donc c'est un sujet qui nous interpelle tous, bien sûr le législateur et l'exécutif, mais ça interpelle aussi les structures représentatives de nos universités, des facultés de médecine et des projets d'établissement du CHU. Mais je pense que c'est un préalable à tout. 20 départements aujourd'hui se trouvent sans unité de soins palliatifs. Je ne parle pas des EHPAD ou à domicile. Deuxième remarque que je veux faire sur la loi de 2016, elle n'a pas été évaluée ou mal évaluée. Cette loi, c'est 3 nouveaux droits et j'y insiste, c'est la 4e loi en 20 ans où chacune de ces lois ont eu à régler la tension entre solidarité et autonomie. 99, les soins palliatifs, une loi de solidarité. 2002, Kouchner, loi sur la possibilité à un patient de demander l'interruption de ses traitements, une loi d'autonomie. 2005, la loi sur l'obstination déraisonnable. Et 2016, 3 nouveaux droits, directives anticipées qui sont contraignantes, personne de confiance et la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme avec l'arrêt de tout traitement. Directive anticipée. 2 sujets. Peu de concitoyens rédigent leur directive anticipée, ne connaissent même pas le sens des directives anticipées. Et vous savez, je connais une ville un peu mieux que les autres, Poitiers. Le CHU, avec l'aide de l'ARS, et je crois que c'est une première en France, a décidé de recruter une infirmière qui a fait un parcours en cancérologie, qui a fait un parcours en soins palliatifs et qui a fait un parcours en EHPAD, tout simplement pour vulgariser, développer la connaissance des directives anticipées. Cette notion de directive anticipée, donc, pas suffisamment développée, et aussi, chose importante, et Monsieur le Président, vous aviez suivi le débat à l'époque, nous on souhaitait, avec Jean Leonetti, que ça figure dans la carte vitale, ça n'a pas été retenu par le gouvernement, et aujourd'hui, je crois que c'est une urgence de pouvoir la mettre dans le dossier médical partagé. Je sais que le Parlement a engagé une évaluation avec la Cour des comptes, nous verrons, mais il y a un sujet extrêmement important, et j'insiste parce que tous les termes ont été posés à l'époque, et pour la seconde fois, le Conseil constitutionnel, dans une décision il y a 3 ou 4 2 mois, a rappelé une décision en disant elles sont contraignantes, mais il se peut, dans certaines conditions, que ces directives anticipées soient inappropriées, le terme qu'on avait retenu.
Et c'était une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée au Conseil constitutionnel par des avocats qui remettaient en cause une décision collégiale, j'insiste, collégiale de l'équipe médicale sur une personne de 44 ans qui considérait être maintenue en vie artificiellement et qui avait demandé l'arrêt des traitements. Et sur le signe de liberté et dignité, le Conseil constitutionnel a confirmé la rédaction de cette directive anticipée. Donc véritablement, les directives anticipées aujourd'hui doivent être développées et surtout doivent être connues. Et je crois qu'il faut réinvestir en particulier sur le médecin généraliste pour aider la rédaction de ces directives anticipées. Concernant la personne de confiance, là aussi, on se souvient de tristes affaires médiatisées. La personne de confiance est quelque chose d'indispensable. Sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec l'arrêt de tous les traitements, je pense qu'au sein de l'hôpital, c'est appliqué avec les directives de l'autorité de santé, c'est appliqué dans de bonnes conditions, sous réserve de vérification, mais de bonnes conditions. Par contre, cette procédure est pas appliquée dans les EHPAD ou pas appliquée à domicile. Car il est difficile parfois, y compris dans la médecine de ville, d'avoir une démarche de collégialité. Donc il y a véritablement sur cette loi, comme sur la loi de 99, du travail à faire pour faire rentrer ces lois dans la vie quotidienne de nos dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Est-ce que cette loi, parce que c'est la question, règle tout? Non. Je l'ai dit en 2016 et je le redis aujourd'hui devant votre commission. La mission qu'on avait reçue avec Jean Zanetti, de la part du Premier ministre et du Président de la République, était d'étudier les situations où le pronostic vital est engagé à court terme. Le sujet aujourd'hui, si le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, il peut y avoir débat. Et j'arrive à ma conclusion. C'est pour cette raison que le CCNE s'est saisi de ce sujet. Pour 3 raisons essentielles. Première raison, la démocratie parlementaire avait introduit le débat transpartisan. Deuxièmement, il y avait sur ce sujet tension, solidarité, autonomie, débat dans la société. Et puis on a abordé, et j'y insiste aussi parce que c'est essentiel, ce débat dans une situation difficile pour l'hôpital et son personnel. Difficile, c'était l'après-Covid, et le personnel soignant en grande souffrance. Et moi, je tiens à le dire, que les situations difficiles qu'on a connues en fin de vie étaient essentiellement dues à cette souffrance et ces difficultés de prendre en charge dans de bonnes conditions les patients. Je crois qu'il faut qu'on le dise. Il y a encore des inégalités territoriales et des inégalités par établissement. Et la question à laquelle il a fallu répondre, au-delà de toutes les préconisations sur lesquelles va revenir Régis sur les soins palliatifs, c'est est-ce qu'il y a un chemin éthique pour une aide active à mourir? C'est la question que nous avons posée extrêmement explicitement et nous apportons une réponse extrêmement claire. Nous avons retenu cette expression d'aide active à mourir qui trace 2 situations très différentes, suicide assisté et euthanasie. C'est la définition que retient les soins palliatifs sur ce sujet. Et donc nous apportons un cadre et véritablement des propositions parfaitement claires. Enfin, je pense qu'un sujet comme celui-là, qui touche, j'allais dire, à l'essentiel pour nos concitoyens, ne doit pas créer des polémiques, j'allais dire, artificielles. Je pense que le débat citoyen est important. Nous avons
été entendu, ou on va être entendu à la Convention citoyenne, non pas pour dire la vérité, pour dire quel est l'avis du CCNE, mais je crois que ça a été redit par votre président de l'Assemblée nationale, qui a été auditionné par la Première ministre. Cette Convention citoyenne doit éclairer nos concitoyens, comme les débats que nous organisons en région, mais c'est à la démocratie représentative, le moment venu, de faire les arbitrages que la démocratie représentative soit. Voilà exactement, très rapidement, pour que le débat puisse avoir lieu, ce que je voulais vous dire en introduction. Je prends le relais. Merci, mesdames, messieurs, de cette opportunité que vous nous donnez de présenter cet avis. Alors, pour ne pas être trop redondant avec ce que vient de dire Alain Claes, peut-être je vous dis qu'une des raisons importantes de cette autosaisine par le CCNE, elle est dans le constat, d'une part, que depuis quelques décennies, mais ceci s'accroît, on assiste à une forte médicalisation de la fin de la vie, qu'on doit interroger, d'une part. Et d'autre part, un point qui nous apparaît important, qui était un peu le fil conducteur de notre réflexion, c'est que, corrélativement au progrès de la médecine, progrès indéniable qu'aucun d'entre nous n'aurait l'idée de remettre en question, sauf à être révisionniste, mais corrélativement à ces progrès, on voit que se posent aujourd'hui des questions de confrontation longue à la question de la fin de la vie. J'entends par là qu'une des conséquences des avancées techniques et scientifiques de la médecine, quand elle ne guérit pas, et elle ne le peut pas toujours, elle peut contribuer à produire des situations de confrontation à la maladie chronique, à la dépendance, engendrée soit par la maladie, soit par l'intervention de la médecine, même parfois. Et que ces réalités qui ont tendance à augmenter génèrent des situations complexes qui posent une question éthique fondamentale en médecine. Est-ce qu'au motif que l'on sait faire, on doit faire ? Est-ce qu'au motif qu'on sait faire telle ou telle intervention ou proposer tel ou tel traitement, est-ce qu'on doit le faire ? Puisque parfois, faire contribue à faire souffrir. Et ce qui serait, à mon avis, un non-sens. Donc face à cette nouvelle donne, en quelque sorte, de la réalité de la fin de la vie, il nous apparaissait important de renforcer la notion qu'a évoquée Alain Claes, non pas tellement de développement des structures des soins palliatifs, mais de développement d'une culture palliative et d'une culture du questionnement éthique intégrée à la pratique de l'ensemble des professionnels. Et quand j'aime bien ce mot de culture, puisqu'en miroir, il y a aussi une culture, finalement, de la solidarité de nos concitoyens vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Alain Claes, je pourrais le reprendre et le développer en disant qu'effectivement, il y a aujourd'hui, je crois qu'on en est au 5e plan de développement des soins palliatifs, ce qui, en soi, doit interroger. Pourquoi en est-on encore au constat, lors de ce 5e plan, que nous pouvions faire lors des plans précédents, et je me souviens de ces plans que j'avais coordonnés entre 2008 et 2012, où nous nous plaignions d'un accès aux soins palliatifs encore totalement insuffisant, où nous nous plaignions d'une insuffisance de formation de l'ensemble des acteurs de santé, où nous nous plaignions d'un défaut important dans notre environnement universitaire de recherche interdisciplinaire pour appréhender ces questions de fin de vie. Il y a quelque chose de paradoxal à débattre alors que l'on a peu, finalement, de données produites par la recherche, qui est quand même, à mon avis, un élément important. Et donc, pour nous, c'est quelque chose d'important qu'on intègre dans cette notion de culture palliative, qui est un sous-ensemble d'une, finalement, interpellation qui est peut-être le point fort de notre avis. C'est dans quelle mesure pouvons-nous considérer qu'une priorité dans le domaine de la santé, au sens large de l'acception du mot, peut être reconnu comme l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, que ces vulnérabilités soient liées à l'âge, qu'elles soient liées au handicap et qu'elles soient liées à la maladie. Ça nous apparaît être une condition importante pour pouvoir envisager une évolution du droit
autour de la fin de vie. Et pourquoi est-ce que ça serait une condition? C'est parce que nous avons auditionné à plusieurs reprises et nous avions nous-mêmes produit quelques travaux dans d'autres avis. Je fais référence à l'avis 128 sur les enjeux éthiques du vieillissement. Nous avions bien montré que se développe dans notre société, et particulièrement chez les personnes âgées, et particulièrement chez les personnes âgées en situation de dépendance et d'altération de leur autonomie parfois, ce que l'on nomme un sentiment d'indignité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que des personnes se sentent être finalement un problème plutôt qu'une personne, un poids, une charge pour autrui. Et il nous apparaît qu'il y a là quelque chose qui renvoie au regard que porte notre société sur ces personnes, sur ces situations. On a le même écho, le même discours chez certains malades lourds, chroniques, qui finalement sont en situation de dépendance, peu importe l'âge qui est le leur finalement. C'est pourquoi nous insistons sur ce point, qui est à mon avis un élément central de notre avis. Est-ce que politiquement, nous pouvons avoir dans notre pays un engagement fort pour prioriser la question de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Ça nous apparaît évidemment important. Si oui, et pour éviter ce que Alain Claes nommait une loi sèche, je retiens tout le temps la façon dont tu présentais cela, une loi sèche qui s'intégrerait pas dans une politique plus large, entre guillemets. Si oui, il nous est apparu important de réfléchir, comme Alain le disait, à pourquoi et en quoi et à quel moment une évolution du droit pourrait être pertinente au plan éthique. C'est le seul prisme au travers duquel on discute. Et donc, pour reprendre ce que disait Alain Claes, effectivement, on voit bien, à mesure que notre médecine contribue à produire des situations de longue confrontation avec la fin de vie, que nous sommes confrontés, dans le champ de la santé, dans le champ de la société, à des demandes d'aide active à mourir, qui ne sont pas nombreuses, mais qui existent. Et peu importe finalement la fréquence, puisqu'on s'interroge tout le temps pour savoir si cette fréquence nécessite qu'on y réfléchisse. Oui, quelle que soit la fréquence, elle nécessite qu'on y réfléchisse. Elle nécessite qu'on y réfléchisse si on considère qu'une demande doit être écoutée. Une demande d'aide active à mourir est signifiante. Elle ne signifie pas forcément une volonté de mourir, mais elle signifie une souffrance. Et donc un des enjeux majeurs pour nous, c'est que ces demandes puissent être écoutées, entendues, accompagnées. Alors, on a auditionné quelques chercheurs sur ce point-là qui montrent que, effectivement, il a encore, je ne rentre pas dans les questions de fréquence, ce n'est pas ça le problème, mais la très grande majorité des demandes s'étiolent ou disparaissent lorsqu'on a une écoute auprès de ces personnes ou qu'on répond à ce qui peut motiver de l'intérieur une telle demande, une douleur réfractaire, un symptôme réfractaire, ou si l'on apporte une forme de considération. Je reviens sur cette notion de sentiment d'indignité qu'il ne serait pas digne de confondre avec une indignité, me semble-t-il. Et donc, il nous apparaît important d'avoir cette démarche-là. Une fois que nous avons le sentiment qu'une demande, au terme d'un accompagnement, au terme d'échanges avec une équipe et des proches, correspond effectivement à la volonté de la personne, volonté d'une aide active à mourir, se pose la question de distinguer effectivement la question de l'assistance au suicide de celle de l'euthanasie. Deux formes d'aide active à mourir, mais deux réalités assez fondamentalement différentes du point de vue éthique en tout cas. Dans le premier cas, en effet, donc il s'agit de rendre possible, dans des conditions que je vous ai précisées et qui sont assez détaillées dans notre avis, c'est-à-dire rendre possible, lorsque nous avons acquis la conviction de façon interdisciplinaire qu'une demande correspond effectivement à l'expression de la volonté de mourir d'une personne, rendre possible l'accès à un produit létal, c'est la question de l'assistance au suicide. On s'est beaucoup référé à d'autres expériences, assez peu de travaux de recherche quand même pour analyser ces expériences, mais en l'occurrence, on a beaucoup travaillé sur l'expérience de l'État d'Oregon, qui nous semble intéressante dans le cadre de l'assistance au suicide, et il nous a semblé intéressant d'analyser et d'interpréter le fait qu'une partie
demande qui semble correspondre à la volonté des personnes qui rentrent dans l'État de l'Oregon, dans le cadre personnes atteintes d'une maladie grave, incurable, dont l'espérance de vie est évaluée à moyen terme, moins de 6 mois dans cet état. Un tiers à la moitié de ces demandes qui ont été faites par les personnes n'aboutissent pas au fait que la personne va chercher le produit létal auquel elle est autorisée d'avoir accès. Et un tiers des personnes qui sont allées chercher ce produit létal ne l'absorbent pas. C'est intéressant pour nous de l'analyser fondamentalement, puisque ça, et c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une interprétation, mais qui a des chances d'être assez juste, entre guillemets, ça signifie, là encore, que lorsque la personne a la possibilité de prendre elle-même le produit létal, elle ne le fait pas toujours, elle le fait parfois, et qu'il y a à respecter une forme d'ambivalence ultime chez les personnes. Il y a quelques travaux qui interrogent ces personnes pour comprendre pourquoi elles ne vont pas au bout de cet acte. Et bien parce qu'elles sont envahies par quelque chose qu'on appelle l'ambivalence, le doute, enfin peu importe. Ça nous semble important de l'entendre parce que c'est différent quand on se tourne vers la question de l'euthanasie, le fait d'avoir un tiers qui administre un produit létal, où là finalement cette ambivalence peut être escamotée en quelque sorte. Je ne dis pas que on ne rentre pas dans la caricature autour des pays qui ont dépénalisé l'euthanasie et des travaux qui ont été faits. Vous les connaissez. Et à mon avis, il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans cette dimension-là. Mais fondamentalement, il y a une différence assez profonde que je viens de vous nommer. Puis il y en a une deuxième qui nous semble importante. C'est l'implication du médecin dans cette affaire de l'aide active à mourir. Il y a une question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si on doit ou on peut considérer l'aide active à mourir comme un soin. C'est discutable, c'est discuté. Vous avez entendu des avis différents autour de tout cela. Mais il y a une différence, me semble-t-il, tout de même, de ce point de vue, entre, là encore, le suicide assisté et l'euthanasie, puisque dans le premier cas, l'intervention du médecin, et si on se réfère à cet État qui a produit beaucoup de travaux, consiste à confirmer que la personne est bien dans la situation qui relève d'un éventuel droit. Dans le deuxième cas, le médecin, lorsque c'est un médecin qui est sollicité, est un acteur de cette affaire-là. Et il nous apparaît important aussi d'être sur cette nuance, qui est plus qu'une nuance, d'être très attentif. On voit bien, on l'a entendu lors de nos auditions, combien il y a une véritable résistance, légitime me semble-t-il à entendre, à considérer qu'un homme, un professionnel de santé, pourrait avoir dans une confusion de son rôle la possibilité de tout faire pour aider la personne à ne pas souffrir, restons dans le domaine des soins palliatifs, et administrer un produit létal, que ça fasse difficulté, ça ne me semble pas anormal. Et donc, aussi, et peut-être surtout dans cette idée que cette question de l'assistance au suicide chez les personnes qui ne relèvent pas d'une dimension d'un désir de mort lorsque l'espérance de vie est à court terme, auquel cas le droit nous semble, le droit actuel, quelques aménagements réglementaires qu'évoquait éventuellement Alain Claes, mais nous semble être satisfaisant, etc. On est dans un champ produit parfois par la médecine elle-même, où la question de l'assistance au suicide peut se poser. Il nous apparaît, en d'autres termes, et pour terminer mon propos, qu'effectivement, il y a des enjeux éthiques différents dans ce cadre-là, entre la question de l'assistance au suicide et celle de l'euthanasie. Là, alors, le CCNE n'a pas à dire autre chose que les questions qui se posent. Nous ne sommes pas à votre place. On en est bien heureux, d'ailleurs, peut-être parfois. Mais il nous apparaît important de faire état de ces questions éthiques de nature assez différente qui se posent dans ce cadre-là. Et puis je répète, parce que c'est peut-être le point central de notre avis qui n'a pas été retenu comme étant le plus central par les médias, parfois, cette notion d'envisager une évolution du droit dans un contexte qui serait celui d'un choix politique fort et affirmé de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Il nous apparaît être quelque chose de fondamental. On imagine
effectivement le mésusage qui pourrait être fait d'un droit qui serait déconnecté d'une politique de santé dans ce registre-là. Il n'y a pas besoin de rentrer peut-être dans plus de détails, me semble-t-il. Voilà. Merci, messieurs. Avant de donner la parole à mes collègues, je souhaiterais poser une question à chacun et chacune d'entre vous. D'abord, Madame Degré-Duloup. Donc, effectivement, comme je l'ai dit dans mon introduction, quelques membres du CCNE ont émis quelques réserves sur cet avis qui ont été publiées en annexe de cet avis. Donc, je voudrais savoir quelles sont la nature de ces réserves émises. Je voulais demander à Régis Aubry alors de préciser, vous parlez d'ambivalence sur le suicide assisté. Vous avez cité l'exemple de l'Oregon. Est-ce que vous pouvez me préciser, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, quelque part votre... je ne veux pas mal comprendre. Est-ce que le suicide assisté protégerait, selon vous, plus l'ambivalence du malade que l'euthanasie? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, est-ce que ça supposerait que, effectivement, l'intervention dans cet accompagnement d'un médecin, évidemment, chacun le sait, et dans votre avis, évidemment, l'a précisé que la clause de conscience s'applique, hein, et que en aucun cas et nulle part dans le monde, un médecin est obligé de procéder à une aide active à mourir. Mais si j'entends votre raisonnement, donc l'ambivalence du malade serait moins respectée dans le cadre d'une euthanasie et de l'intervention d'un médecin. Et puis, je voulais demander à Alain Claes quel bilan. C'est vrai qu'un des éléments très importants de la loi, c'est l'introduction donc de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quel bilan pouvez-vous dresser du recours aujourd'hui à la sédation profonde et continue? Dans quelle mesure ce droit est-il aujourd'hui réellement garanti? Et selon vous, quelles sont les principales difficultés aujourd'hui pour mettre en œuvre cette sédation profonde et continue? Madame? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc nous sommes 8 membres du CCNE à avoir écrit une réserve qui est une réserve à une partie de la vie, parce que nous endossons 90% de la vie. Nous partageons pleinement toute l'analyse qui est faite, en particulier de l'insuffisance de déploiement des soins palliatifs. Et voilà, toute la partie analytique, en fait, est complètement endossée. Et notre réserve porte très précisément sur la recommandation B, qui est la possibilité d'une éventuelle évolution législative vers l'aide active à mourir. Et notre réserve porte, et j'insiste là-dessus, pas sur... c'est pas une réserve de principe, c'est une réserve de temporalité, en fait. Nous pensons que il y a des prérequis avant d'imaginer une éventuelle évolution dans le sens qu'ont expliqué Alain Claes et Régis Aubry, et que ces prérequis sont très précis pour nous. Ils sont 3. Il nous semble absolument indispensable que les dispositifs législatifs qui existent aujourd'hui en France soient connus, qu'ils soient appliqués et qu'ils soient évalués. Et on se réjouit que votre commission, justement, avance pas mal sur ce point-là. Notre deuxième prérequis, c'est que toute personne aujourd'hui en France ait accès à des soins palliatifs de qualité, à un accompagnement global et humain de qualité. Et on a bien vu avec la partie analytique qu'on en est très loin, puisqu'il y a 20 départements dans lesquels ces soins palliatifs ne sont pas disponibles. Et notre troisième prérequis, c'est aussi un prérequis de recherche. Moi, je suis chercheur, je parle ici en tant que chercheur. Bien que quelques recherches existent, elles sont encore très peu nombreuses, et il nous semble trop peu nombreuses pour bien comprendre, avant d'avancer sur ce point qui est évidemment un point grave au sens plein du terme, il nous semble important de comprendre d'où viennent ces demandes d'aide active à mourir, dans quelles situations elles sont exprimées, et puis quels sont leurs effets, et quels sont les effets dans les pays où l'aide active à mourir est autorisée, sur aussi les proches et les soignants, et peut-être la société. Et il nous semble que tant qu'on n'a pas ces 3 prérequis,
il y a vraiment un risque de renoncement important, d'avancer sur une ouverture de la loi à l'aide active à mourir, et un renoncement qui en fait vient précisément du risque que l'aide active à mourir soit demandée par défaut d'accès à un accompagnement de qualité. Alors, je vais être très rapide, mais nous soulevons 4 inquiétudes. La première, c'est celle dont je viens de vous parler, la possibilité d'un recours par défaut, et qui touchera, nous en sommes persuadés, les personnes les plus défavorisées, les plus pauvres, parce que ce sont celles qui auront le moins accès, justement, quand on a des ressources sociales, financières, etc., on arrive toujours finalement à trouver des soins palliatifs. Quand on n'en a pas, du coup, on peut se retrouver plus dans une situation où on va demander l'aide à mourir parce qu'on pèse trop sur les autres et qu'on n'a pas accès à l'accompagnement qui est rassurant. Le deuxième risque, c'est justement le message envoyé aux personnes malades, ou fragiles ou handicapées, qu'il pourrait y avoir des vies qui ne valent pas d'être vécues. Et il nous semble qu'il y a, tant qu'on n'a pas accès à ces soins palliatifs pour tous de qualité, le risque d'un recours pour ces personnes-là, les plus vulnérables, qui ne voudraient pas peser sur les autres, d'y avoir recours. Et je reviens sur mon premier point. Le troisième risque, c'est le message envoyé à la société. Il nous semble qu'aujourd'hui, nous n'avons pas collectivement encore mené suffisamment le débat de qu'est-ce que c'est qu'accompagner les gens en fin de vie. Nous nous réjouissons de l'ouverture de la Convention citoyenne, mais il nous semble que c'est insuffisant. Il faut que ce soit un débat qui touche tout le monde, qui touche à tous les niveaux, dans les familles, dans les EHPAD, dans toutes les communes, et que tant que nous ne nous sommes pas posés collectivement ces questions-là, nous ne saurons pas accompagner les personnes de nos familles, de nos entourages, vers une fin de vie apaisée. Et du coup, que l'élargissement d'une loi dans une situation où on ne s'est pas suffisamment posé les bonnes questions pourrait être contre-productive. Et puis, dernier risque, c'est le message envoyé aux soignants. Dans un moment où notre système de santé traverse une crise très grave, Régis Aubry a bien souligné la difficulté que ça peut représenter pour des soignants de poser ces actes-là. Est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui d'ouvrir à cette évolution-là, alors que les soignants sont en attente de beaucoup d'autres évolutions qu'ils ne voient pas venir? Et donc, il nous semble que ça pourrait être très mal perçu par les soignants qu'on avance sur un point, alors qu'ils demandent beaucoup d'avancer sur d'autres points sur lesquels on n'avance pas. Donc je m'arrête là, mais vous voyez que notre réserve, c'est une réserve vraiment de prérequis. Nous demandons qu'il y ait une application des lois existantes, et en particulier de la loi Claes-Leonetti, une amélioration globalement des conditions de l'accompagnement de la fin de vie, et aussi des conditions sociétales et de notre façon collective d'y penser, et puis une amélioration des connaissances avant d'avancer. Je vous remercie. Alors, sur la question de l'ambivalence que vous me posiez, je dézoome pour vous rappeler combien, autour de cette question de l'aide active à mourir, on est assez clair lorsqu'on n'est pas concerné. C'est-à-dire qu'on peut avoir une opinion assez tranché, argumenté, hein, le propos n'est pas là lorsqu'on n'est pas concerné, mais les travaux là qu'on a pu lire et qu'on a pu et les personnes qu'on a pu auditionner autour de tout cela, et je me rappelle aussi de travaux un peu plus personnels que j'ai menés avec l'INED d'ailleurs sur ces questions-là, montrent que plus quelqu'un est confronté à la question de sa propre finitude, plus il oscille entre des désirs qui peuvent s'opposer. Et plus il avance dans sa maladie, plus la fréquence des oscillations augmente, si je peux dire les choses comme ça. Dans une même phrase, quand on s'occupe de patients atteints de maladies graves et avancées qui éventuellement formulent des demandes comme celle-ci, on peut avoir dans le même discours des demandes contradictoires. Donc c'est important de respecter cette dimension de l'ambivalence. Et il semble, mais je vous disais que c'est une interprétation de données, il semble que lorsque la personne est en possibilité, en capacité elle-même de prendre un produit létal,
elle a encore une forme d'ambivalence qui fait qu'éventuellement, alors qu'il apparaissait justifié qu'elle y ait accès, elles ne le prennent pas. Ce qui différencie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette forme d'aide active à mourir de la question de l'euthanasie. Ça nous apparaît important, en tout cas nous, sur un plan éthique, d'être très respectueux de cette dimension de l'ambivalence de la personne, jusqu'au bout, bien entendu. Je ne sais pas si c'est plus clair ce que je vous dis. Non, pas vraiment, parce que donc ça supposerait que dans le cadre d'un accompagnement médical, dans un cadre d'euthanasie, cette ambivalence, la question que je pose, c'est en quoi cette ambivalence possible et cette volonté voilà, affichée, parce qu'effectivement, il y a des situations d'ambivalence, puis il y a des déterminations aussi, hein, on peut pas les nier, mais je ne vois pas en quoi l'intervention d'un médecin, pour être clair dans ce processus, remettrait en cause cette ambivalence, puisque ce n'est pas le médecin qui va pousser à l'aide active à mourir. Et je ne vois pas en quoi cette ambivalence, et donc finalement, quelque part, le respect ou le non-respect de la volonté finale du malade serait atténué dans le cadre d'une euthanasie, et quelque part, si je vous entends, le suicide assisté serait plus respectueuse de cette ambivalence. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Je vais essayer de vous expliquer de façon encore plus claire. Lorsque vous avez euthanasié quelqu'un, il ne peut plus exprimer son ambivalence. Et pourtant, dans les deux cas, vous étiez convaincu que sa demande correspondait à sa volonté. Dans un cas, vous lui donnez la possibilité de prendre un produit létal. Dans le deuxième cas, convaincu que vous êtes, je ne porte pas de jugement sur ces questions-là, vous vous en rendez compte, mais vous administrez le produit létal en tant que tierce personne. Vous engagez votre propre responsabilité dans le fait d'administrer un produit létal. Vous comprenez que dans le premier cas, la personne a encore une possibilité d'exprimer son ambivalence et de ne pas absorber son produit létal. Dans le deuxième cas, puisque vous l'avez euthanasié, elle ne le peut plus. Oui, mais c'est à la demande du malade. Écoutez, je ne sais pas comment il faut que je vous le dise, mais j'ai essayé de vous exprimer, monsieur, la différence qu'il y a entre une demande et l'expression de la volonté. Et dans le chemin qui est le nôtre, nous essayons de comprendre tout ce qui différencie une demande avec la réalité de la volonté de la personne. C'est beaucoup plus complexe si toutes les demandes correspondaient à la volonté des personnes. D'ailleurs, nous aurions souvent des confrontations à ces questions-là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'une demande, même à un stade très avancé, peut exprimer autre chose que la volonté de mourir. Et qu'il est du devoir du professionnel de santé ou du professionnel qui sera en charge de cette question de l'aide à mourir d'être très vigilant à cette dimension-là. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, me semble-t-il. La demande n'équivaut pas à la volonté. Ça m'apparaît quelque chose d'important. Et quand vous êtes un professionnel de santé, ça signifie quelque chose, ce que je vous dis là. Parce que, alors, probablement parce que je suis, moi, confronté à ces questions assez régulièrement, je peux vous dire qu'effectivement, on est parfois convaincu, même collectivement, puisqu'on va jusqu'à dire qu'il faudrait même que cette volonté présumée soit partagée en termes de questionnement avec d'autres professionnels que le médecin, avec les proches, pour s'assurer que la demande correspond avec la volonté. Mais même lorsque vous avez un collectif qui dit là, cette fois, on a le sentiment réellement que la demande exprime la volonté de la personne, eh bien, il y a encore des doutes qui s'expriment par l'agir de la personne. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Je vais laisser la parole à mes collègues. Simplement, j'entends la nuance demande-volonté. Dans le cas de l'Oregon, pour être clair, il y a un moment, il y a une volonté qui s'exprime. Elle rentre dans le cadre ou pas. Le médecin prescrit. Non, attendez, il y a une demande qui s'exprime. Oui, il y a une demande qui s'exprime. Mais faites attention de ne pas confondre demande et volonté. Oui, il y a une demande qui s'exprime. Si ça rentre dans le cadre de la loi, le médecin prescrit, fait une ordonnance, en respectant cette demande, et donc le médecin valide cette demande. Et donc, ensuite, la personne se retrouve, j'allais dire, face à elle-même et face à son produit. Et c'est là où, quelque part, on laisse finalement le malade face à son produit, et face à sa demande, et face à sa volonté, seul parfois. Et c'est cela que je n'arrive
pas complètement à comprendre. Je peux comprendre les problèmes d'éthique, mais ce que je ne comprends pas, c'est en quoi cette demande serait mieux respectée et plus attentive en faisant quelque part une prescription par un médecin, plutôt que de participer à une aide active à mourir. Je ne vois pas en quoi faire une ordonnance, qu'un médecin fasse une ordonnance, serait plus respectueux de l'ambivalence que dans le cadre d'une euthanasie. Ça, j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas. Juste un petit mot, Alain, pardon. À votre avis, pourquoi la personne, parfois, ne prend pas le produit létal? À votre avis? Parce que du coup, je vous renvoie à la question, qu'est-ce qui fait qu'une part non négligeable des personnes qui ont cette possibilité de le prendre, ce produit, quand elles entrent dans un cadre légal, qui n'est pas prescrit, mais enfin qui est autorisé dans le cadre de l'Oregon, ne l'absorbe pas? Comment on peut expliquer le fait qu'elle ne l'absorbe pas alors que tous les critères confluent vers la possibilité? Je pourrais dire qu'il en est de même pour l'euthanasie, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui renoncent à leur demande. Enfin, je veux dire, en Belgique, il y a des personnes qui renoncent à leur demande. Enfin, c'est fréquent. Alors, tous ceux qui demandent une euthanasie ne vont pas jusqu'au bout. Président, vous m'autorisez. Oui, je vous en prie, bien sûr. Je répondrai à votre question, bien entendu. Mais je pense que la notion de demande et de volonté est essentielle, quelle que soit la position qu'on peut avoir. Et je crois qu'on l'a rédigé extrêmement précisément. On a abordé assistance au suicide et euthanasie. Et pourquoi on a abordé euthanasie? Parce qu'on a considéré, et je crois qu'on l'a écrit noir sur blanc, qu'il n'aurait pas été éthique de notre part de ne pas l'aborder lorsqu'une personne est autonome pour exprimer une volonté et physiquement ne peut pas faire le geste. C'est écrit pratiquement de cette façon. Mais entre la demande et la volonté, il doit y avoir un travail collégial. On ne peut pas passer sous silence des interrogations que cette personne peut avoir dans le cadre d'un contexte familial, dans le cadre de relations. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Et si on veut avoir le consentement éclairé de la personne, pour le coup, il faut que cette demande s'appuie sur une volonté. Et c'est le travail collégial. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Et j'allais dire, ça rentre totalement dans tout le travail que les lois et que le CCNE, en termes d'avis, ont pu formuler. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, et je le dis aussi clairement, n'opposons pas soins palliatifs et aide active à mourir. Ça serait une faute. Et moi, vous me permettrez, je peux le faire, parce que je connais bien la personne, et je le fais devant Régis, c'est pas pour rien. Paulette Guinchard nous a soutenus dans la loi de 2016, a fait un travail de conviction extrêmement fort, a eu tous les soins palliatifs qui pouvaient être disponibles. Donc la solidarité de la nation a joué pleinement. Malgré cela, à un moment donné, elle a exprimé sa demande. Et je suppose que le travail collégial a eu lieu. Et cette demande a abouti. Donc, n'opposons pas les choses. Et moi, vous savez, plus je travaille sur ces sujets-là, plus j'ai d'interrogations et plus j'ai la conviction qu'il ne faut pas globaliser les choses, que chaque cas est un cas personnel. Mais la question qui se pose maintenant, pour notre pays, à travers le législateur, c'est est-ce que cette demande d'autonomie doit se traduire par un acte législatif? C'est ça le problème. On a tranché sur la loi Kouchner en 2002, sur l'arrêt du traitement. Là encore, quelqu'un qui est diabétique, qui demande l'arrêt de son traitement, ça suppose des discussions
entre la personne et l'équipe médicale, pluridisciplinaire. Donc voilà, moi je crois que... Et sur l'euthanasie, on n'a pas voulu exclure ça. Mais l'euthanasie, c'est lever dans la législation française l'interdiction de donner la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous disons qu'il y a deux voies possibles. La voie législative, qui est lever cette interdiction, et ce que j'appelle la voie Badinter, qui est de dire laissons aux juges à un moment d'arbitrer les choses. Voilà, moi je me ressens sur l'avis du CCNE, pour que les choses soient parfaitement claires pour vous et celles et ceux qui nous écoutent. Sur la sédation profonde et continue, vous avez raison, Président. Elle ne peut pas s'appliquer correctement sur l'ensemble du territoire. Elle peut s'appliquer au sein des hôpitaux, extrêmement difficilement, parce que la collégialité ne peut pas fonctionner quand vous n'avez qu'un médecin coordonnateur et une infirmière coordonnatrice dans les EHPAD, hein, et ça ne peut pas très difficilement jouer à domicile. Donc la question que vous posez est réelle. J'ajoute qu'il y a eu, au moment de cette loi, et je parle sous le contrôle de Régis, qui a fait à l'époque un travail important de conviction, le mot continu a posé un problème, un sujet pour les médecins et les infirmiers de soins palliatifs. S'interroger sur la notion de continu, hein, dans le cadre des prolongements de... Et malgré tout, nous avons pu arriver à formuler telle quelle la proposition. Et j'ajoute aussi l'arrêt de tous les traitements. Vous vous souvenez du débat. C'est pour ça que la notion de court terme est extrêmement importante. L'arrêt de tous les traitements, suite à une décision du Conseil d'État et un accord en commission mixte parlementaire, est introduit que l'alimentation et l'hydratation artificielle constituaient un traitement et non pas un soin. Voilà les précisions que je voulais apporter par rapport au débat. Merci. Je donne la parole à Caroline Fiat, co-rapporteure. Ah ben on n'a pas fait. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, quelques questions. Monsieur Claes, donc nous faisons l'évaluation de votre loi. 6 ans... La loi oui, mais elle porte votre nom quand même. 6 ans plus tard, on voit que, hélas, elle n'est pas accessible à tous les Français. Que mettriez-vous en plus dans la loi du Parlement qui porte votre nom? Est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose avec le recul pour qu'elle soit accessible à tout le monde? Vous nous avez parlé d'une infirmière qui avait fait un parcours complet et qui avait réussi à vulgariser les directives anticipées. Savez-vous s'il existe un document écrit ou si elle le fait de manière orale en discussion de directives anticipées, parce qu'on en parle beaucoup? Monsieur Aubry, l'aide active à mourir peut-elle être considérée comme un soin? C'est ce que vous nous avez dit. Si on considère qu'une toilette mortuaire est un soin, que la sédation profonde est un soin, pourquoi se poser cette question? Comment expliquez-vous que nous soyons toujours adressés le même constat qu'il y a 10 ans? Et pour vous, quels sont les facteurs de blocage? Et pour vous deux, vous avez beaucoup parlé des personnes en situation de vulnérabilité. Et Monsieur Aubry, vous avez dit une très belle phrase: une demande d'aide active à mourir signifie une souffrance qui doit absolument être entendue. Et j'ai envie de penser que c'est pareil pour la sédation, pour la demande de sédation profonde. Quid de la souffrance des personnes vulnérables? Ce sera tout pour moi. Oui, sur la partie de la loi. Je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord. Un soin, j'allais dire, existe jusqu'au dernier moment de la vie. Je crois que c'est essentiel. Ne confondons pas soin et traitement. Un traitement peut être interrompu, les soins vont jusqu'au bout de la vie. Moi, sur cette infirmière, je peux demander à l'hôpital de fournir les documents qu'elle
qu'elle met à disposition du personnel soignant et des personnes qui sont à l'hôpital. Les deux, parce que je crois qu'il y a un travail sur les deux. Mais à la limite, vous pourriez éventuellement l'auditionner. Ça serait peut-être, j'en sais rien, moi, c'est pas à moi, c'est à vous, au président et au rapporteur, de voir. Moi, je peux vous donner toutes les coordonnées. Qu'est-ce qu'il y aurait à modifier? Avant de modifier, comment pouvoir mieux l'appliquer? Sur les directives anticipées, il y a eu les prescriptions de la Haute Autorité de Santé qui donnent le cadre, le fil conducteur. Un citoyen ne peut pas rédiger ces directives anticipées sans un appui médical. Moi, je pense que c'est... Et le deuxième élément, bien faire comprendre, c'est que les directives anticipées, on ne les écrit pas une fois pour tout. Elles peuvent être modifiées à tout moment. Une personne en bonne santé, on retrouve le débat, une personne en bonne santé écrit ses directives anticipées. Puis une personne à qui on annonce un diagnostic particulièrement grave peut avoir à ce moment-là une vision différente de ces directives anticipées. Ça, c'est aussi une évolution de la loi, car on ne pouvait, dans la précédente loi, je parle sous votre contrôle, ne modifier que tous les 3 ans les directives anticipées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à modifier les termes, parce que je considère que situation inappropriée est important. Je pense qu'on donne plus d'autonomie à la personne dans l'expression de sa volonté, mais il faut que l'équipe médicale garde des possibilités à un moment ou à un autre, en toute transparence, de dire non, la situation de la personne ne correspond pas aux directives anticipées qui ont été rédigées. Et je crois que c'est très important. C'est très important car il peut y avoir le cas que le Conseil constitutionnel a eu à prendre une décision, illustre bien cela. Le risque sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est qu'elle soit, mais je parle sous le contrôle d'un médecin, qu'elle soit appliquée, j'allais dire, hors champ. Si une sédation profonde et continue jusqu'au décès est appliquée lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, je pense que cette disposition ne correspond pas, y compris aux préconisations de la Haute Autorité de Santé. Donc moi, je me suis efforcé de dire tout à l'heure que par rapport à cette loi, il y a son application qui est quand même limitée à l'hôpital, très peu développée dans les EHPAD ou à domicile. Et deuxièmement, je vous ai dit très clairement que cette loi ne règle pas tous les sujets. Il peut y avoir des pronostics vitaux engagés à moyen terme, et la sédation profonde et continue, si j'en crois les médecins et toutes les études qui ont été faites, ne correspond pas à cela. Voilà. Et la dernière question qui se pose, c'est ça, c'est cette autonomie. Est-ce que cette étape est franchie par la société, cette autonomie, ou pas? C'est ça la question aujourd'hui qui se pose. C'est pas, les lois ne se contredisent pas. Toutes les lois, depuis 20 ans, ont un sens. Soins palliatifs, personne ne conteste. Couche-terre, personne ne conteste. Troisième loi qu'on sous-estime, et Régis a eu raison tout à l'heure de l'évoquer, les progrès de la médecine peuvent conduire à des situations inacceptables pour le patient. Et l'obstination déraisonnable est quelque chose d'important, mais l'obstination déraisonnable peut conduire à un moment à une décision d'arrêt de tous les traitements. C'est la QPC que le Conseil constitutionnel a jugé, donc c'est extrêmement important. Mais, j'allais dire, toutes ces lois étaient dans une logique, j'allais dire, accroissement de l'autonomie. Parler d'aide active à mourir ne s'oppose pas à tout ce travail qui est indispensable, pas de loi sèche, on l'a dit, répété, mais on change de paradigme. Il faut le dire. Et contrairement à ce que j'ai pu lire dans certaines publications, il n'y a pas rupture de vue, et je parle à côté d'un spécialiste
du Comité national d'éthique, rupture par rapport aux autres positions du CCNE. L'avant-dernière position du CCNE parlait de situation exceptionnelle. C'était ça qui avait été retenu. On essaye, à travers cet avis, de traduire, j'allais dire, si le législateur décide d'intervenir, de traduire le contenu de ces situations exceptionnelles. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'essaye d'être... voilà. Alors, par rapport à la question que vous me posiez, en quoi finalement injecter un produit létal ne pourrait pas être considéré comme un soin? J'ai bien compris votre question, c'est ça? Oui. Ben, écoutez, c'est une question qui se pose. Comme je vous le disais, c'est une question qui se pose. En tout cas, ce n'est pas un soin anodin, puisqu'il n'y a pas de retour. On doit le considérer comme un soin. Au terme d'un accompagnement, on accepte qu'une personne se suicide, est quelque chose qui, à mon avis, relève de ce qu'on a appelé dans cet avis la solidarité et le respect de l'autonomie. Je reviens sur ce qu'on échangeait tout à l'heure. Qu'on soit l'acteur de l'administration du produit létal réduit, de mon point de vue, de notre point de vue, la part d'autonomie de la personne. Et cette question de considérer l'injection d'un produit létal, sans être dans les caricatures, je lis là et ailleurs des fois des propos que je trouve, mais pose question. Et heureusement d'ailleurs, je fais référence éventuellement à Hannah Arendt, la banalité du mal, en vous disant cela, heureusement qu'injecter un produit létal pose question à un professionnel de la santé. Vous imaginez que ça n'en pose pas, ou là ça nous poserait une vraie question, entre guillemets. Sur la deuxième question que vous posiez, pourquoi rien n'a changé depuis écoutez, c'est ce qu'on a essayé d'analyser, en se disant finalement, qu'est-ce qui fait que l'empilement des plans de soins palliatifs ne produit pas ce que l'on est d'accord comme objectif. Alors, il y a des explications derrière ça qui vous seront données par des collègues qui sont en charge du plan actuel. Mais moi, j'ai le souvenir tout de même que certains financements accordés, effectivement, dans le cas des plans, ont été correctement attribués par l'État aux établissements, aux ARS, qu'ensuite les priorités ont été discutées. Que certains établissements qui ont bien reçu des ARS les financements ne les ont pas utilisés à cela dans un système, et je ne fais pas de procès d'intention, où il y avait des choix à faire et des priorités à faire. Et précisément, un des enjeux pour nous, c'est de nous demander si, dans un contexte où, à ce jour, je pense que nous pouvons dire que nous n'avons plus, en matière de santé, peut-être dans d'autres domaines, mais je parle vraiment dans ce domaine, nous n'avons peut-être plus les moyens de toutes nos ambitions. Nous ne pouvons pas forcément accompagner toutes les demandes, tous les progrès, toutes les possibilités qui sont offertes par le développement de la médecine. Peut-être que dans ce contexte-là, et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, il s'agit de se dire qu'est-ce qui est prioritaire dans une société au plan de la santé. Et est-ce que l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité n'est pas la priorité dans une société démocratique comme la nôtre ? Je termine sur ce point par un autre aspect qu'on a beaucoup discuté dans le cadre de cet avis et dans un avis qui suit sur la crise du système de soins. C'est qu'est-ce qui fait que les choses ne bougent pas, mais peut-être, d'ailleurs c'était évoqué, je crois récemment dans un discours du président de la République, mais la façon dont on valorise les actes actuellement dans le champ de la santé, qu'on parle de médecine libérale, médecine à l'acte, ou qu'on parle de médecine hospitalière, tarification de l'activité, ne valorise pas, de fait, l'écoute de la souffrance des malades, qui prend du temps, qui est chronophage, qui est énergivore en quelque sorte. Ne favorise pas la place de la délibération collective, et finalement, en ne les valorisant pas, elle les dévalorise. Et je pense qu'on est loin de pouvoir, et qu'un levier, je citais la formation tout à l'heure pour développer une culture palliative, mais un autre levier, c'est de se donner moyen de valoriser ces temps qui sont des temps de base dans le soin. Écouter des personnes malades, ça m'apparaît quelque chose de fondamental, ça devrait être valorisé, indépendamment du statut de celui qui écoute, de mon point de vue.
Et puis, dernier point, pardon, dernier point sur la souffrance des personnes. Moi, j'attire votre attention sur des travaux qui ont été publiés ces temps derniers, bien entendu, dans les demandes d'aide active à mourir, on a, mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça, évidemment une demande d'aide active à mourir qui serait motivée par une douleur qui ne serait pas traitée. C'est la douleur qu'il faut traiter, c'est l'inconfort qu'il faut essayer de traiter. Je pense réellement qu'il y a des progrès qui ont été faits tout de même depuis quelques années sur ce point, mais il y en a encore à faire. Et je vous le disais tout à l'heure, à mesure qu'on fabrique des situations complexes en médecine, on fabrique des nouveaux types de douleurs que nous avons du mal à traiter aussi parfois. Mais parfois, la demande n'est pas liée à la souffrance, n'est pas liée à une douleur ou à un symptôme d'inconfort. Elle est liée. Alors, elle peut être liée à une phase de dépression qu'on connaît bien dans ce temps. Il faut s'acharner à s'assurer que ce n'est pas une phase dépressive. Mais j'insiste parce que les travaux assez récents montrent ou font émerger la notion de souffrance existentielle, c'est-à-dire des personnes qui, au terme de leur existence, interrogent la question du sens de la vie, de leur vie. Pas de la vie en général, de la leur. D'ailleurs, elles nous disent, ces personnes ne parlez pas du sens de ma vie. Vous ne pouvez pas le connaître. C'est moi qui peux en parler. Et cette souffrance-là, surtout quand elle s'inscrit dans une durée qui est un peu longue, elle peut générer une demande d'arrêter de vivre, entre guillemets. Cette question de la souffrance, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On ne peut pas dire aujourd'hui, où ça serait être très prétentieux, ce qu'il ne faut surtout pas être dans ce contexte-là, qu'on sait aujourd'hui traiter toutes les souffrances. Très honnêtement, un peu d'humilité ne fait pas de mal autour de tout cela. Oui, pour prolonger la question que vous me posiez tout à l'heure, je crois que j'ai un regret par rapport à la loi de 2016, c'est de ne pas avoir abordé correctement les soins palliatifs. On a toujours raisonné, y compris en 2016, d'un point de vue quantitatif. Je pense que c'est une erreur. Il y a eu des plans, très bien, il manque toujours de l'argent. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors que la mort, la fin de vie, c'est médicalisé, il n'y a pas, dans le projet de nos facultés de médecine, dans le projet de nos établissements, une politique de médecine de la personne. Je préfère parler de soins d'accompagnement que de soins palliatifs. Parce que soins palliatifs, pour nos concitoyens, ce qui est faux dans certains cas, c'est les derniers moments, quand il n'y a plus rien à faire. Je considère, et ça se fait en France heureusement, que lorsqu'il y a un diagnostic qui est posé d'un cancer ou toute autre pathologie, cette médecine de la personne doit se mettre en route. Alors, est-ce qu'on a des leviers ? Le président de la République a évoqué un sujet. Je vous suggère de le regarder précisément lors du prochain PLFSS. Je ne parle pas du PLFSS, là, du prochain PLFSS 2024. Il a déclaré qu'il fallait revenir sur la T2A, la tarification d'activité, ce que régissait. C'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai présidé pendant 12 ans un conseil de surveillance de CHU. Un jour, ça m'a agacé. Je dis au directeur général, qu'est-ce qui vous rapporte le plus à l'hôpital ? C'est une chimio supplémentaire. Donc aujourd'hui, cette remise en cause de la T2A, si elle se fait, à mon avis, elle ne se fera pas en une année. Mais c'est un outil pour les projets d'établissement afin de remettre au centre la personne. Et je pense que le moment est venu. À travers la Covid, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'on savait traiter. Bon, il y a eu peut-être ici ou là des difficultés, mais on savait traiter. Mais on n'a pas mesuré pour des personnes âgées ou des étudiants toutes les conséquences de la Covid sur la médecine de la personne, ses conséquences en santé mentale. Je pense que ce sujet-là doit être réellement en toile de fond de nos réflexions qu'on aura et que vous aurez éventuellement dans les mois qui viennent. Il faut interpeller la communauté médicale. La conférence des doyens, elle est faite pour ça.
Pourquoi on n'aime pas des PUPH en soins palliatifs? Même si ça ne se résume pas au PUPH, ça concerne les aides-soignants et les soignants. Et pourquoi? Pourquoi l'INSERM, il n'y a pas, à part quelques, j'allais dire jaunes, privilégiés comme le travail que fait Régis, pourquoi il n'y a pas des unités INSERM en soins palliatifs? Pourquoi l'ANR ne fait pas d'appel à projet? Mais je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller, parce que tout le monde dit soins palliatifs parfaits. Mais concrètement, aujourd'hui, même dans la localisation dans certains hôpitaux, les soins palliatifs sont à part. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un véritable sujet sur lequel il faut faire évoluer les uns et les autres. Alors, j'ai des demandes de parole. Thibault, Bazin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Messieurs, pour la réflexion éthique à laquelle vous nous invitez. Parmi les vulnérabilités, vous avez mentionné l'âge, la maladie et le handicap. Quelles précautions spécifiques vous semblent nécessaires pour que le handicap n'implique pas de manière croissante un sentiment d'indignité, alors que les moyens budgétaires et humains de notre pays semblent de plus en plus limités? Cette allocation des ressources, allocation prioritaire pour les soignants, peut poser d'autres questions éthiques. D'ailleurs, d'autres avis du CCNE mentionnaient cette problématique de l'allocation des ressources. Concernant la dimension de la temporalité, quel danger voyez-vous si le déploiement des soins palliatifs, la mise en œuvre pleine et entière des lois actuelles sur l'ensemble du territoire est une condition parallèle et non préalable? Alors, Je commence. Monsieur, Puis, excusez-moi, Monsieur Aubry, je vais juste prendre les autres collègues souhaitent poser aussi des questions. Et puis Jérôme Guedj. Ah voilà, c'est tout simple. Bon, tout ça est passionnant. Donc j'ai un peu comme Caroline, moi j'avais deux types de questions. La question au co-rédacteur de cette loi de la nation sur les dispositions dont il aurait aimé qu'elle figure, mais bon, les choses ont été évoquées. Et puis les deux co-rapporteurs de l'avis sur deux sujets spécifiques que vous mentionnez dans l'avis et qu'on n'a pas encore évoqué. J'avais prévu de vous parler des soins palliatifs, mais évidemment, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On dit pas une loi sèche, une malédiction. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une malédiction, mais en tous les cas, une affirmation récurrente de la nécessité de développer les soins palliatifs et en même temps le sentiment que les choses n'infusent pas quantitativement, parce qu'il reste encore des gros trous dans la raquette, je vais en parler, et qualitativement parce que la définition même en réalité de ce que sont ces soins palliatifs, ce qui derrière me ramène plutôt à la question de la place de la mort au sens large dans le système de santé. En fait, c'est la vérité de la question, c'est-à-dire l'acceptation de la possibilité de la mort, sinon de sa centralité dans le système de santé. Et ça va d'ailleurs au-delà des seules questions relatives aux soins palliatifs. On peut évoquer plein de choses qui d'ailleurs pourrait trouver sa place le moment venu, pardon de faire des pas de côté, mais on est là pour évaluer la loi actuelle et pas pour parler de la loi future, donc je garde ça pour d'autres enceintes, mais je pense notamment à la place de la mort physique, au rite, à l'accompagnement, etc. Enfin bon. Alors, j'en viens donc voilà, et donc dans votre questionnement sur ces difficultés, vous nous dites que c'est pas la seule question des moyens, qu'il y a un enjeu d'acculturation. Et là, au regard des recommandations que vous formulez, moi j'ai envie un petit peu de creuser, c'est-à-dire concrètement, que ce soit l'enseignement universitaire ou la recherche en matière de soins palliatifs, c'est où que ça pêche dans la montée en puissance, dans leur prise en compte dans le système de santé
Est-ce que ça doit aller à en faire un argument opposable à des choses qui vont compter pour les acteurs dans la certification des établissements de santé, dans la tarification, on vient de le mentionner, mais si à un moment donné, est-ce que le seul bon vouloir ne se heurte pas à une inertie, un problème de culture, et qu'à un moment donné, il faut être un peu péremptoire? C'est la première question. La deuxième, je vais la faire plus brève, sur un sujet qui me tient à cœur, que sont les établissements médico-sociaux. Dans l'avis que vous avez soumis, vous pointez le développement insuffisant de la sédation profonde à la fois à domicile et dans les ESSMS. Donc c'est un sujet qui paradoxalement a été excipé par la crise sanitaire et avec le recours au midazolam pendant les situations de détresse respiratoire et l'accélération de la réglementation pour permettre. Mais là, est-ce qu'on n'a pas encore plus une problématique spécifique pour ce lieu où, bon an, mal an, 150 000 personnes décèdent chaque année, enfin, un quart des résidents d'EHPAD décèdent chaque année, même s'il y en a 20 ou 30 000 qui vont avoir une dernière hospitalisation et décéder à l'hôpital, ce qui d'ailleurs pose aussi de la question de savoir si, dans cette fin de vie-là, mieux vaudrait peut-être décéder peut-être dans des meilleures conditions dans un établissement médico-social préparé à cela plutôt que dans des conditions mauvaises dans un établissement sanitaire. Voilà. Et donc là, ma question précise, c'est qu'est-ce que vous avez identifié comme insuffisance, alors, au-delà de celle des difficultés qui ont été pour partie réglées sur les capacités de prescription, mais d'ailleurs je ne sais même pas si c'était que temporaire pendant la crise sanitaire, c'était que temporaire. Donc il y a la question, y compris législative et réglementaire, du jusqu'où et dans quelles conditions le personnel soignant dans les EHPAD peut aussi participer de cette décision de sédation profonde pour éviter d'ailleurs le recours à une hospitalisation et rajouter du trauma au trauma. Voilà, merci. Merci. Et dernière intervention, Laurent Panifos. Pardon. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Alors, deux questions qui, dans le sens ou le prolongement des questions qui ont été posées. La première concerne le défaut, les carences dans l'application de la loi actuelle, du droit actuel. On a soulevé à plusieurs reprises dans les différentes auditions, dans les différents groupes de travail auxquels on peut participer, il y a un problème de formation au niveau des professionnels, il y a un problème bien sûr de moyens, et il y a aussi un problème, je crois, d'information auprès du grand public. Ces problèmes-là, cumulés, font qu'aujourd'hui, la culture, la pratique du soin palliatif au sens très large fait défaut dans notre pays, et de manière différenciée selon les territoires. En fait, on est a priori assez conscient sur le fait qu'il y a un problème de moyens. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas que ça. Et ma première question, c'est pour vous qui avez réfléchi depuis très longtemps d'un point de vue législatif ou d'un point de vue purement professionnel, éthique, y a-t-il des choses qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement, qui ne relèvent pas forcément de moyens, qui, eux, prendront forcément du temps? Voilà, c'est une question assez précise et qui fait appel à votre expérience, en fait. Ma deuxième question, c'est la relation et la perturbation, mais vous l'avez déjà un peu évoqué, donc j'ai un peu votre réponse, c'est entre le droit actuel, notre loi, avec la sédation profonde continue, et ce à quoi nous réfléchissons, ça a été dit, on ne doit pas le dire, mais on y pense quand même malgré tout, l'éventuelle réalisation d'un nouveau droit. Et de quelle manière la non-application correcte de la loi actuelle vient perturber cette réflexion? Et alors je réfléchissais de la manière opposée un peu à la vôtre, mais c'est pour prolonger un petit peu cette réflexion, c'est que j'avais le sentiment que l'on applique ou pas pleinement la loi actuelle, la réflexion sur un droit nouveau est une réflexion différente. Bien sûr, ce sont des choses très proches. Pour autant, c'est un droit nouveau qui n'enlèverait rien à la loi qui a été votée en 2006, promulguée en 2006, et qui concernerait finalement peu de gens, mais qui répondrait à cette demande, voire cette volonté, vous l'avez précisé, qui reste très exceptionnelle, qui est l'aide active à mourir, l'assistance au suicide. Mais voilà. Et je vois bien au fil des entretiens qu'il y a une perturbation qui est très forte entre ces deux sujets, évidemment si proches, mais pourtant, je crois, différents, et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Voilà. Je vous remercie.
poursuivez. Peut-être tu me contrediras, Annabelle, mais pour répondre à la première question, et qui rejoint d'ailleurs un peu votre question, faut-il qu'une politique de développement des soins palliatifs ait été non seulement mise en œuvre, mais est aboutie pour qu'on ouvre le débat sur... Et je suis assez d'accord avec votre analyse sur une question liée, mais différente, qui est la question de l'aide active à mourir, puisqu'elle ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes situations. C'est un point de discussion qu'il y a eu, et c'est la raison pour laquelle on a publié cet avis différent, ou cette réserve. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut un engagement clair, net, fort, qui ne se limite pas à la question des soins palliatifs. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de personne en situation de vulnérabilité, parce que ça m'apparaît être une question, enfin, réduire cette réflexion à la question de la fin de vie me semble assez limitatif. Et je pense qu'il faut absolument qu'on ait un vrai engagement, un choix politique. Peut-être, je ne sais pas comment les choses peuvent se faire, mais enfin, en tout cas, il faut que les choses soient claires. Sans quoi on se retrouve... Vous parliez des établissements médico-sociaux. Pour moi, et de là où je me situe comme médecin, dans le champ hospitalo-universitaire, etc., je considère que le haut lieu de l'accompagnement et des soins palliatifs, c'est dans les établissements médico-sociaux. Ça devrait être dans les établissements médico-sociaux. Il y a une telle densité de questionnements éthiques, il y a une telle densité de questions qui est liée à la question de la finitude et de la mort. Dès qu'on entre dans un EHPAD, on sait bien que ce n'est pas pour débuter une vie, mais peut-être débuter une fin de vie. Et de fait, alors ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question effectivement de formation, etc. Mais c'est aussi une question de mobilisation des moyens existants. Personnellement, je crois beaucoup aux collaborations qui existent sur des logiques de territoire entre les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont souvent rattachées à un établissement de santé. Mais peut-être que une des priorités est d'aller là où il y a le plus de besoins. Et la question des besoins, elle ne se pose pas à ce moment-là pour les soins palliatifs, mais pour l'accompagnement du vieillissement. Il reste, de mon point de vue, et elle se pose, il reste à mon avis impossible de faire de l'accompagnement bien mené quand on n'a pas le personnel suffisant. Quand dans un EHPAD, on manque de personnel et où la nuit, il y a par exemple au mieux une infirmière pour une trentaine de résidents, je ne vois pas comment on peut... Pardon de vous entendre, mais est-ce qu'un EHPAD ne devrait pas consubstantiellement avoir une équipe de soins palliatifs? Enfin, un EHPAD, c'est un lieu de soins palliatifs pour les raisons ou de soins d'accompagnement. Enfin, ouais. Pardon, excusez-moi. Dans l'absolu, vous avez raison, mais dans la réalité, puisqu'il y a aussi un principe de réalité qui fait que... je pense réellement qu'un EHPAD qui serait renforcé, alors qu'on aurait pensé des alternatives aussi à l'EHPAD, qui travaillerait, ça m'apparaît fondamental aussi dans la même... mais c'est un autre sujet. Oui, tout est lié, de mon point de vue, mais qui développerait de véritables collaborations avec les services d'hospitalisation à domicile, d'une part, avec les équipes mobiles de gériatrie, les équipes mobiles de soins palliatifs, d'autre part, mais une collaboration effective qui se traduirait par une présence de ces équipes régulières, pourrait, à mon avis, limiter ce qui m'apparaît être un scandale, ce qu'on avait montré lorsque je dirigeais l'Observatoire national de la fin de vie. Chaque année, 1500 personnes en provenance d'EHPAD viennent mourir dans les 2 heures qui suivent, dans des services d'urgence. Donc c'est pour moi un indicateur d'une ineptie, tout cela. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence? Enfin, je caricature ce que vous demandiez, mais rien, à mon avis. Rien. C'est ce qui aujourd'hui apparaît urgence, ça fait juste 15 ans qu'on le nomme. Alain Claes rappelait notre demande de développer des compétences universitaires. J'ai porté d'ailleurs, lorsque je dirigeais un plan de soins palliatifs, l'idée de nommer des professeurs qui ne soient pas forcément des médecins autour de ces questions-là, comme universitaires. Puisqu'on parle d'interdisciplinarité, eh bien la compétence universitaire, elle peut venir ailleurs.
Et l'urgence qu'il y aurait aujourd'hui, c'est de prendre le temps de considérer que si on développe des gens pour former, acculturer, et qu'on se donne les moyens d'avoir la possibilité de mener des travaux de recherche, avec des appels à projets spécifiques, effectivement, dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra évaluer un impact de tout cela. Aujourd'hui, à mon avis, c'est aussi pour ça que si on considère qu'il faut attendre les résultats d'une politique qui nécessiterait un engagement clair, explicite, puis les moyens ad hoc, tout en étant respectueux des limites de ces moyens, je crois que, sauf à être stupide, il me semble que on laisserait sur le côté des situations de souffrance existentielle, dont on a parlé tout à l'heure, qui ne relèvent pas forcément de la toute fin de vie, et qui pourtant, à mon avis, interrogent la question d'une évolution éventuelle du droit. De mon point de vue, c'est important, de notre point de vue, le nôtre étant la majorité des membres du CCNE, mais pas tous les membres du CCNE, il nous apparaît important de traiter ces deux dimensions en parallèle, mais ne pas engager une véritable politique d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité rendrait caduque l'intérêt, voire dangereux, l'intérêt d'ouvrir la porte de l'aide active à mourir. C'est comme ça qu'on voit les choses. Alors dans l'immédiat, quand même, je pense qu'il n'est pas impossible de travailler au renforcement qui est beaucoup moins coûteux que celui des unités de soins palliatifs, au renforcement des équipes mobiles de soins palliatifs pour qu'elles aient une implantation territoriale. Il n'est pas normal que dans un territoire, il n'y ait pas de possibilité d'accès pour un EHPAD, pour une maison d'accueil spécialisée, pour un foyer d'accueil médicalisé à des compétences. Et vous savez que la fonction des équipes dites mobiles, c'est le transfert de compétences. Ce n'est pas se substituer, c'est aider les personnes à faire. Et de mon point de vue, c'est quelque chose qui, à coût limité, pourrait permettre un développement tout de même plus rapide. Sur la question de la temporalité, en réponse à la question que posait M. Bazin sur quel risque de développer en parallèle soins palliatifs et puis ouverture d'une loi qui revient aussi à la question que vous posiez. Pour être tout à fait honnête, moi, je n'ai pas du tout eu la position que je tiens devant vous maintenant. Je ne l'ai pas eu depuis le début, c'est-à-dire que pendant toute la moitié des travaux de la commission du CCNE, j'étais assez persuadée qu'effectivement, il y a des cas pour lesquels la question de faire évoluer la loi se pose, que ces cas sont peu nombreux et qu'il faut sans doute la faire évoluer. La raison qui m'a fait... alors, je parle en mon nom, hein, on est 8 chacun avec... on parle d'horizons différents. Mais moi, ce qui m'a fait tout à fait changer de perception, c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis 1h30. C'est-à-dire que finalement, ça n'est pas possible, je crois, de tenir les deux parce que le débat sur l'ouverture de la loi confisque tout. Et vous voyez bien qu'on a parlé, alors qu'ici, il s'agit d'une commission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, on a parlé, je pense, aux 3/4 d'une évolution possible de la loi vers l'aide active à mourir et 1/4 des soins palliatifs. J'exagère peut-être un peu, mais à peine. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Notre avis du CCNE porte très, très largement sur, justement, la question de l'accompagnement de la fin de vie. Et il a été reçu dans les médias presque uniquement pour la partie des recommandations vers qu'est-ce que serait un cadre éthique pour une évolution de la loi. Donc voilà, premier argument, c'est l'argument de la réception en fait qui en est fait, c'est que si on envisage les deux en même temps, eh bien le grand public, les médias, etc. Pensent, enfin voilà, l'évolution cette évolution pour quelques cas particuliers, en fait, confisque le débat. Du coup, l'autre question qui se pose derrière, c'est on sait très bien qu'on manque de ressources dans notre système de santé et voilà, on manque de ressources sociales et politiques. Faire avancer vraiment l'accompagnement de la fin de vie pour tout le monde et donc faire de façon très, très majeure progresser les soins palliatifs, ça va prendre énormément de temps, d'argent, de volonté, etc. On sait très bien que ça va prendre du temps. Donc, notre inquiétude, pour répondre à la question quelle est l'inquiétude si on fait ça en parallèle, ce qui va se passer, c'est que ça sera plus facile
de laisser les personnes choisir, et là est toute la question du choix, choisir de mourir vite, parce que, et donc la question que nous posons, c'est quel est ce choix, quelle est la liberté derrière ce choix? Pour qu'il y ait autonomie et liberté, il faut qu'il y ait les différents termes du choix qui soient possibles. Et s'il y a un terme qui est beaucoup plus possible que l'autre, voire que l'autre terme n'est pas possible du tout, ça n'est plus un choix. Donc nous, en fait, voilà, nous questionnons la question de l'autonomie et de la vraie liberté. Oui, Alain Claes. Oui, je crois qu'Annabelle a raison. Il faut revenir à l'avis du CCNE. Moi, je ne fais pas des comptes d'apothicaire. Il n'y a pas d'autonomie sans solidarité. Et j'allais dire, c'est le rôle central des soins palliatifs. On a dit assez précisément s'il était souhaitable. Il est trop facile, pour le coup, de s'adresser aux politiques en disant il manque de l'argent. Assurément, il manque peut-être de l'argent, mais comme l'a dit Régis, il en manquera toujours. Pas dire ici, bon, il manque de l'argent, l'éducation nationale, il en manque, etc. C'est vraiment un élément essentiel de notre projet de société. Moi, je pense que le modèle médical aujourd'hui, par rapport aux évolutions technologiques qu'il y a, et qui va être, à mon avis, un sujet central pour le CCNE dans les années qui viennent, il faut remettre au cœur la politique, une politique médicale pour la personne. C'est essentiel. Mais on ne fera pas, quels que soient les gouvernements, ils ne le feront pas seuls, quels que soient les parlementaires. Moi, je connais le fonctionnement de l'université et de l'enseignement supérieur. Ce sont les pairs. S'il n'y a pas cette prise de conscience de la communauté médicale, on n'avancera pas. Est-ce qu'il n'y a que le curatif qui a la primeur des concours, la primeur des postes, etc. C'est ça. Introduire les sciences humaines, on le sait très bien, il faut rentrer dans les détails. Mais une publication aujourd'hui scientifique où on introduit les sciences humaines, je peux vous dire qu'elle n'est pas cotée en haut. Donc ça, c'est, moi je pense, le rôle dans notre réflexion collective, vous en tant que parlementaire, nous en tant que Comité national d'éthique, d'insister là-dessus. Et je pense que le politique, au sens noble du terme, a des leviers pour faire évoluer les esprits. Parce que nous ne racontons pas d'histoire encore. Dans certains services, on est très critique sur l'aide active à mourir, on ne veut pas en entendre parler. Mais parfois, il faut pousser pour les soins palliatifs. Hein, c'est ça la réalité parfois. Hein, les soins palliatifs ne sont pas acceptés naturellement dans un processus d'accompagnement de la personne. Donc il faut qu'on... Moi je pense que c'est central ça. Mais n'opposons pas, et c'est le point peut-être de différence qu'on a avec nos collègues du CCNE qui ont signé, je pense qu'on ne pourra pas se dire entre nous que ça serait la solution de facilité parce qu'on n'aurait pas à régler des soins palliatifs. Ça, je ne peux pas l'accepter. Moi, je vous le dis, quelqu'un de libre, je ne peux pas l'accepter. L'aide active à mourir, elle se pose depuis un certain nombre d'années, et ce n'est pas évident. Et notre société est très fracturée sur ce sujet-là, malgré les sondages. Mais à partir du moment où le législateur a voté un jour qu'un patient, après discussion, peut demander l'arrêt de ses traitements, ne soyons pas, ne mettons pas la tête dans le sable. Ça veut dire qu'à un moment, le pronostic vital est engagé. C'était assumé, ça. Donc il faut réfléchir à toutes les décisions qui ont été prises. Ce n'est pas des accumulations de décisions. Il y a une logique depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements. Il y a une logique qui s'est passée. Alors, le seul sujet auquel moi je prête attention, c'est si le législateur décidait, c'est une porte ouverte, on n'en voit pas les limites.
C'est ça le risque. Et des questions autour du handicap, autour de... C'est des vrais sujets, moi, sujet. Nous, on a essayé, très franchement, sur ce sujet, d'aborder jusqu'au bout la notion de solidarité et d'autonomie. Et je reviens au débat qu'il y avait entre le président tout à l'heure et Régis Aubry. La demande n'est pas l'acceptation. Et pour qu'une autonomie puisse se manifester de façon libre et éclairée, il faut qu'il y ait une solidarité dans la collégialité pour faire émerger cette décision. Je crois que c'est essentiel. Voilà ce qu'on a beau dire. Alors sur les EHPAD, j'entendais ce que vous disiez. Le chantier, c'est comment concilier dans ces structures collectives un EHPAD qui soit à la fois un lieu de vie et un lieu plus médicalisé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez qu'un médecin coordonnateur et une infirmière coordonnatrice, le vendredi soir à 18h, s'il y a un pépin, c'est les urgences. Mais comment ce lieu qu'on doit plus médicaliser, moi je rejoins ce que dit Régis, c'est la priorité peut-être des soins palliatifs. Là, comment ça demeure aussi un lieu de vie. Et c'est une question peut-être de gros sous, mais c'est une question aussi de modèle qu'on veut avoir. Et je pense que le débat maintien à domicile ou EHPAD, ça tient pas la route. Les deux peuvent se justifier dans des situations bien différentes, etc. Mais pour en revenir au CCNE, on a fait le constat sur la loi de 2016, je crois qu'il est clair, ce qui prouve bien que le Parlement doit évaluer ces lois, il doit les faire, mais il doit les évaluer. Mais l'aide active à mourir est très liée au sujet de soins palliatifs. La question qui va demeurer pour vous, est-ce que c'est un simple sujet de société que la société doit prendre en compte, ou c'est un sujet qui implique des médecins? J'entends aujourd'hui en disant on peut accepter cette demande sociétale, mais ça ne nous concerne pas. Il faudra répondre à ça. Et je pense, on en discutait avec Régis en venant, je pense qu'en France, si le législateur décidait d'aller dans cette direction, qu'une solution associative ne correspond pas à notre modèle de pensée. Une solution anglo-saxonne ne correspond pas, c'est-à-dire confiée à une association. Je crois que c'est le sujet majeur. Merci infiniment à vous trois, madame et messieurs, d'avoir bien voulu répondre à nos questionnements. Je renouvelle les excuses du co-rapporteur bloqué par un train, mais qui ne manquera pas de prendre connaissance du compte-rendu. Voilà, je vous remercie beaucoup.